intervenant. Merci. Ce que je trouve très impressionnant et très intéressant dans l'affaire dite de Tarnac, et si, pour reprendre l'expression de Mathieu, on peut soutenir qu'elle a déraillé, c'est en très grande partie grâce aux médias. Puisque le cas d'Adeline Michard est un cas parmi d'autres, c'est-à-dire qu'en effet, les journalistes, notamment durant la garde à vue, vous n'avez qu'une seule source d'information, c'est celle que vous donne le parquet, ou la police, ou les juges, puisqu'on a appris récemment que certains juges se font un plaisir de communiquer avec les journalistes de manière tout à fait officielle. Donc, on peut comprendre votre position, consistant à dire, de toute façon, pour l'instant, on n'a qu'une seule source d'information, il faut absolument qu'on commente, qu'on écrive, et puis viendra le temps où la défense aura accès au dossier, où on pourra contrebalancer avec les arguments, tant des avocats, que des mises en cause, ou que des faits. Le problème, c'est que très souvent, après l'effet d'annonce ou les 3-4 jours de l'artifice médiatique, lorsque on doit parler ou lorsque la défense peut communiquer, vous avez une réserve très forte que je peux comprendre dans ma question. C'est partial, ce sont des avocats de la défense donc qui sont partisans, ce qui est vrai, puisqu'on défend une partie, on est mandataire d'une partie. Donc il faut quand même relayer ces informations avec aussi beaucoup de précautions. Et deuxième élément qui est, à mon avis, le plus fort, c'est qu'il y a les fameuses investigations en cours et on ne sait pas ce qui se passe. Les juges, les magistrats, pour englober le parquet et les instructions, nous disent qu'il y a un certain nombre de commissions rogatoires qui ont été délivrées, donc attendons le retour. Puis on attend, et au fur et à mesure, on voit qu'il ne se passe souvent pas grand-chose. Alors avec de la chance, ça donne l'affaire Tarnac, où avec un peu moins, mais il reste chanceux, le procès Chalabi, où on s'aperçoit qu'il y a quand même eu 30 relax de personnes qui ont fait 1 an de détention provisoire, ce qui équivaut à 30 ans de prison, c'est une perpétuité pleine. On n'a pas demandé de compte au juge, on n'a demandé de compte à personne, ça a choqué personne, a priori, alors qu'au début, c'était exactement la même chose, c'était une immense vaste coup de filet qui a évité des dizaines de morts. Pourquoi ça a déraillé dans l'affaire de Tarnac et pourquoi c'est grâce à vous? C'est que très vite, alors qu'on a eu même Libération qui avait titré l'ultra-gauche déraille, très vite, il y a eu de votre part un certain crédit vis-à-vis de la défense, mais surtout une certaine méfiance vis-à-vis de la version officielle. Alors, quelles sont les causes de cette méfiance? Peut-être parce que certains d'entre vous avaient des contacts avec l'état-major de la gendarmerie qui, on le voit dans tous les ouvrages récents, n'a jamais cru à la version dite de Hasdat, d'autant plus qu'ils ont été immédiatement écartés, que les investigations qu'ils avaient demandées dès le début, on les a écrasées, et on n'a même pas été jusqu'à chercher et exploiter les CD-ROM qui auraient pu justifier ou prouver que les policiers étaient présents, comme ils le disaient, en Seine-et-Marne, et plus particulièrement à Cuisy, à 4 h du matin. Ensuite, et je crois, et c'est vraiment ce qui pour moi est très important, c'est lié au fait, c'est lié à la personnalité des mises en cause. Dans l'affaire de Tarnac, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas des personnes dites de gauche, mais pas la gauche très radicale ou la gauche qui revendiquait des mouvements qualifiés de terrorisme mais qui revendiquaient la lutte armée, etc. Là, vous aviez des jeunes gens particulièrement intelligents, qui maniaient assez bien la langue française, qui ont pour certains fait de brillantes études, issus de la classe moyenne, blancs, parce que ça a une vraie importance, à religieux. Et donc, il y a une identification possible. Et moi, je crois qu'il y a vraiment, je crois que c'est très important. Il y a une identification tant
vis-à-vis de vos lecteurs ou vos auditeurs ou vos téléspectateurs, et vous-même, entre les mises en cause et le public. On s'est dit, mais finalement, ça aurait pu être moi. Finalement, dans ce dossier, les éléments qui nous ont été présentés comme à charge ne le sont pas tant que ça, c'est assez vide, c'est un peu la même chose sans connaître le dossier d'Ischer, c'est très curieux, il n'y a pas grand-chose, mais comme il y a une identification, on creuse, on réfléchit, et très vite, le rapport de force s'inverse, et c'est aux policiers, aux enquêteurs, aux magistrats de justifier. Et ce que vous faites est parfaitement normal, puisque ça avait démarré sur les chapeaux de roue avec des déclarations fracassantes, tant du ministre que du procureur de la République qui parlait de groupes armés, de preuves, d'éléments matériels. Très vite, vous avez relancé systématiquement ces personnes-là, et comme il ne vous amenait rien, et que les mises en cause et la défense amenaient au contraire des éléments qui les disculpaient, il y a eu ce travail et il y a eu la pression, où c'est là, moi je pense que le pouvoir média, enfin les médias peuvent constituer un véritable contre-pouvoir, et là, certains magistrats, ont dû céder. Je prends deux exemples. La détention de Julien Coupat s'est terminée 3 jours après sa grande interview dans le journal Le Monde. Parce que non seulement c'était une humiliation pour M. Fragnoli, cette interview, mais en plus, c'était surtout, ça attirait l'attention de l'ensemble de l'opinion publique sur les méthodes antiterroristes. Et il fallait absolument y mettre un terme, puisque ça pouvait discréditer l'ensemble des instructions antiterroristes. La modification du contrôle judiciaire, alors que c'était systématiquement refusé, a été acceptée par la Chambre de l'instruction 6 semaines après ce que vous avez qualifié de contre-enquête, où on a démontré que la version policière était totalement fausse. En ce qui concerne Madeleine Ischer, si malheureusement ça n'a pas eu les mêmes effets, je crois que c'est parce qu'il n'y a pas cette identification. Les gens sont morts. Et il y a toujours cette espèce de confiance dans la justice, qui plus est la justice antiterroriste, puis se dit, quand même, c'est des musulmans. Si le père est pratiquant, c'est encore plus suspect, c'est un élément qui est présenté comme à charge. On n'a pas accès aux mails, est-ce qu'on pourrait avoir les mails, mais est-ce que vous nous montrez l'intégralité des mails? Et donc, finalement, on s'en remet à la justice. Puis on se dit, on va voir ce qui se passe dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois, dans 2 ans. Et on voit ce qui se passe, rien. Par contre, il y a quelqu'un qui est détenu depuis 902 jours, et sans préjuger, je pense qu'il ne sortira pas le 30 mars au soir. Parce que, pareil, il y a un esprit de corps où on valide les procédures, et je pense qu'il ne serait absolument pas étonnant, ce serait plutôt l'inverse qui le serait, qu'on couvre la détention ou qu'on rajoute un peu 6 mois pour habiller tout ça et pour justifier cela. Parce que si on s'en remet, et pourquoi je parle d'identification, c'est que aujourd'hui, enfin, je pensais moi, en lisant les mails, les extraits de mails qui ont été publiés, qu'on a qualifiés d'intention, de projet, etc. Mais vous prenez l'Internationale lettriste, une des phrases qu'il citait le plus, et c'était issu des poètes surréalistes, c'était ces personnes-là font partie des gens qui rêvent de mettre le feu au monde pour qu'il ait plus d'éclat. Ce qui est impressionnant, c'est que vous prenez n'importe quel forum de discussion de jeunes qui se qualifient ou qu'on qualifie d'anarchistes, d'antifascistes, de gauche, ce que j'appellerais moi les révoltés, des projets ou des intentions comme il y a et des propos tenus sur ces forums-là sont 10 fois plus violents et sont vraiment légion que ceux qu'on reproche à Madeleine Ischer. Mais ça viendrait à l'esprit de personne et aucun magistrat, peut-être que certains en rêvent. Mais si demain
il y a un coup de filet dans ce milieu-là et qu'on vous présente un certain nombre de jeunes, on dit mais voilà ce qu'il a dit, il faudrait tuer tel ou tel ministre, il faut absolument finir avec tel ou tel groupe qualifié de fasciste, et on les met en détention provisoire pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, mais immédiatement, tout le monde, et vous les premiers, eh bien, qu'est-ce que ça signifie? À quoi cela correspond? Mais si c'est un musulman diplômé et qu'on vous fait une jolie présentation, ça passe. C'est ça qui est terrible. Et c'est ça ce qui à chaque fois, me choque, même si ça ne m'étonne pas, mais ce qui me surprend, c'est que à chaque fois, ce système-là permet de trouver des policiers, des procureurs, des juges d'instruction et des juges du siège qui valident ce type de méthode. Et ce qui a déraillé dans Tarnac, c'est que là, on se dit, ben, c'est pas possible, ils se sont exprimés, ils ont écrit à de nombreuses reprises, en effet, dans certains médias, notamment Le Monde, il y a eu des grandes tribunes, et là, immédiatement, c'était beaucoup plus difficile. Et il y a eu cette impartialité et ce travail d'enquêteur, puisque vous n'êtes pas vous n'êtes pas le relais de deux sources d'information, d'un côté l'accusation, de l'autre la défense, où vous publiez un coup la version de la défense, un coup la version de l'accusation et vice-versa. À partir du moment où vous avez fait votre travail de journaliste, à savoir de rechercher, valider et d'enquêter, immédiatement ça s'est écroulé. Et aujourd'hui, on voit dans l'affaire dite de Tarnac que non seulement les éléments qui ont été présentés comme à charge ne le sont pas, mais discutent les mises en cause. On voit également que les éléments, enfin vraiment les piliers de cette arrestation et de cette instruction, pour qu'il y ait un groupe, il fallait qu'il y ait un meneur, en l'espèce Julien Coupa, reposait sur un témoin qui avait déposé de manière anonyme, et grâce à un de vos confrères, on sait aujourd'hui que cette personne, Jean-Luc Bourgeois, a signé cette déposition sous la pression policière, pour reprendre ses propos. Et c'est cela qui a permis aujourd'hui, et qui permet, moi le premier, à rire dans le dossier de Tarnac, à prendre ça avec beaucoup de légèreté, et de voir tous les petits coups des policiers, et plus particulièrement du juge. À chaque fois, ils se ridiculisent de manière plus grotesque, mais c'est ce qui permet d'avoir un certain recul, et ça peut faire sourire, voire rire. Mais si il n'avait pas ces caractéristiques, si pour moi il n'était pas de gauche, blanc, issu de classe moyenne, maniant la langue française et s'exprimant à plusieurs reprises, il serait toujours en détention. Et il n'y aurait pas un élément de plus dans le dossier, et personne n'aurait pensé à vérifier qu'en effet, Triport et Duisy sont bel et bien en Seine-et-Marne, et qu'on peut être à Triport, mais c'est pas pour autant qu'on est à Duisy. Personne n'aurait vérifié qu'en effet, entre Triport et Duisy, il y a 28 km qui les séparent. On aurait dit, mais on fait confiance à la justice, et les avocats ou même les proches des mises en cause auraient hurlé dans les arrêts, mais ils n'auraient intéressé personne. Donc le cas de Tarnac, enfin de l'affaire dite de Tarnac et d'Aldévicheur, pose vraiment la question de qu'est-ce que l'antiterrorisme? Moi je considère que l'antiterrorisme, c'est non seulement une législation d'exception qui permet de violer un certain nombre de libertés individuelles, qui accorde des prérogatives extrêmement fortes à des individus qui ne les méritent pas et qui en abusent parce que ça leur permet d'obtenir et d'aboutir à certains résultats qu'ils n'obtiendraient pas si ils devaient respecter la législation de droit commun. Et je soupçonne même les acteurs de ce secteur de s'auto-alimenter. C'est-à-dire qu'on le voit, ils ont besoin, ils sont très heureux de bénéficier de toutes ces prérogatives, ils sont très heureux d'avoir beaucoup plus de moyens financiers, matériels, physiques, de ne pas être dérangés et de conditions de travail, que ce soit les policiers ou les magistrats, conditions de travail que n'importe quel juge rêve d'obtenir et d'avoir un jour. Et donc, s'ils n'ont plus de dossier, eh ben on va leur dire, peut-être qu'un jour quelqu'un fera le bilan, et va leur dire, bon ben voilà,
il y avait avant, ça justifiait qu'il y ait X juges, je crois qu'ils sont 8 ou 9 là, enfermés dans la galerie Saint-Éloi. Bon, bah maintenant, on va peut-être réduire ça, on va peut-être en mettre 1 ou 2. Maintenant, ils y tiennent. Et c'est ce qui justifie, et les policiers aussi, et les parquetiers aussi. On voit, par rapport à l'évolution de ces dernières années, c'est-à-dire qu'avant, on qualifiait d'antiterroristes et pour justifier des incarcérations, des détentions provisoires très longues, il fallait vraiment des éléments matériels, il fallait des armes, il fallait des plans, il fallait vraiment des éléments incontestables. Après, certains en contestaient la validité, la véracité, etc. Mais il y avait des éléments objectifs. Ensuite, il y a eu l'étape du procès Chalabi, où là, c'était l'ami d'amis. Il devait savoir, et donc s'il devait savoir, c'est qu'il sait, et donc ça justifie qu'on l'interpelle et qu'on l'intercelle. Après, il y a eu Tarnac, où on voit qu'il y a une dérive. Alors, est-ce que le débat du terrorisme, pas du terrorisme, moi c'est un débat qui juridiquement me passionne, mais en l'espèce n'a strictement aucun intérêt, en tant qu'avocat des inquiétés. Mais, et là, on voit, avec Adèle Michel, maintenant, on en est au Tchad, et entre les deux, on a les fameux, et c'est une tentative qui a échoué, mais c'était une tentative de la part de certains magistrats, on se dit, mais finalement, est-ce que le fait d'écrire sur un mur avec une bombe, donc un tag, ne peut pas relever de l'antiterrorisme? Finalement, est-ce que le fait de mettre de la colle dans un distributeur ne peut pas relever de l'antiterrorisme? Ils ont essayé. Ça a échoué parce que peut-être que l'opinion publique n'était pas prête, peut-être parce que le retour qu'ils ont eu de votre part, ça a été un véritable fiasco et ils se sont dit, oula, ça va encore une fois décrédibiliser toutes nos autres instructions, donc on fait un pas en arrière. Et en ce qui concerne Adèle Micher, ça a marché, alors qu'on en est, et ça ne repose uniquement que sur des conversations Internet. Et si ça a fonctionné, je crois que c'est malheureusement uniquement parce qu'il s'appelle Adèle Micher. Il se serait appelé Patrick Durand, ça n'aurait jamais fonctionné. Et ça, il faut le constater, il faut le dénoncer, et c'est que le début. C'est pour ça qu'il faut vraiment veiller. Vous pouvez, à titre vraiment d'exemple, et vous pouvez prendre n'importe quel dossier antiterroriste en cours, vous verrez que c'est systématiquement la même chose.